Bien, tout d'abord, toute l'équipe du CRESEM et moi particulièrement, je vous souhaite une très bonne année. On est tout début janvier. Alors, ce CST, en fait, il avait été prévu en octobre, puis on l'a reculé du point de vue de contraintes diverses. Et en définitive, on est très content qu'il arrive en début janvier. D'une part parce que on est plus nombreux, en fait. On a pu organiser aussi une visio, en fait, puisque nos collègues 12 personnes de Brest sont aussi présentes. Et on a aujourd'hui, en fait, un thème qui rassemble, en fait, des questions qui sont très largement débattues en Bretagne. Alors, le CST, en fait, Conseil scientifique et technique, rassemble des scientifiques et des gestionnaires de l'eau et des territoires. Donc, c'est vraiment un lieu de débat et de partage. On a eu au niveau du CRESEB une réflexion qui vise à ce que ce CST soit de plus en plus ouvert. Et donc, c'est la deuxième fois qu'on a un CST où, quelque part, on a rassemblé autour, en fait, de ce qui était les référents relais, une large communauté de personnes qui sont intéressées par les thèmes. Alors, je dis ça parce que, effectivement, c'est une évolution aussi au niveau du CRESEB, mais c'est aussi un appel à ce que ces journées soient vraiment des journées de large débat. Donc on va avoir des interventions des scientifiques, mais on a demandé à ce que le temps en fait des exposés et le temps des débats soient équilibrés de manière à ce que la construction en fait de nos connaissances autour des temps de réponse des bassins versants soit co-construite et par les connaissances et par les expériences et par vos questions. Donc, sans plus tarder, en fait, pourquoi en fait on a choisi cette problématique? Alors, cette problématique avait été suggérée par le BRGM dans un CST il y a un an. Cette problématique vient du fait qu'il existe des délais, en fait, des temps entre les entrées sur un bassin versant et la réponse du bassin versant. Cette question pose des enjeux pour les territoires autour de questions qui sont pourquoi n'y a-t-il pas de réponse visible? Quel délai attendre aux actions? Quelles sont les tendances des évolutions? Faut-il mettre en place des actions curatives parce qu'il y a des délais longs? Et elle implique en fait toute une série en fait de réponses à la fois de connaissances et de réponses d'action. Donc on a construit cette journée par la premier temps qui est un temps d'un exposé introductif qui va être fait par Luc Aquilina et Patrick Durand, mais auquel a contribué aussi Bruno Mougin. Donc c'est un exposé d'introductif qui pose les choses, qui pose les définitions. Et à partir de là, on aura une première discussion, je dirais un peu ouverte sur ces définitions et concepts. Et on aura ensuite 4 petits exposés plus sérieux, en fait, qui portent sur 4 méthodes différentes, 4 façons d'approcher, en fait, les temps de réponse des bassins versants. La première, ça va être la caractérisation des aquifères et les modèles hydrogéologiques, qui sera fait par Bruno Mougin. La seconde, ça sera sur les traceurs qui permettent de dater l'eau dans les systèmes hydrogéologiques par Luc. Et la troisième qui assemblera en fait des approches de modélisation basées sur des compartiments ou de modélisation agrohydrologique qui sera faite par Patrick. Donc on aura plutôt 4 petits exposés sur des méthodes et bien évidemment leurs applications à des cas d'études dans le contexte de la Bretagne. Et on aura enfin une discussion générale. Alors comme la matinée est assez longue, on a démarré un petit peu en retard, on aimerait quand même ménager une petite pause au milieu pour pas pour pouvoir se ressourcer à mi-chemin. Donc voilà, on entame d'emblée le premier exposé. Donc la parole est à vous et je prends ma montre, excusez-moi. Avec le machin. Alors, bonjour à tous. Ça va là si je parle comme ça, vous m'entendez ou il faut vraiment que je me rapproche du micro? Non, c'est bon?
Donc effectivement, comme l'a dit Chantal, c'est une introduction qu'on a préparée à plusieurs, qu'on va faire à deux voix, mais on a été un petit peu plus nombreux. Autant par la suite, les exposés, l'objectif c'était de pas montrer absolument la même chose, mais de montrer que les différentes approches donnaient différents éclairages. Là, on a voulu essayer de se mettre d'accord sur un minimum de termes et qu'on puisse échanger avec le même vocabulaire. Donc, on va commencer par quelques concepts. Certains sont vraiment assez classiques. Donc, le premier, c'est le thème, effectivement, de la matinée. La réponse d'un bassin versant, c'est quelque chose qu'on observe, c'est une mesure, c'est un débit, une concentration, généralement. Et s'il y a une réponse, ça veut dire qu'il y a eu une question au départ. Et donc, cette question, ça peut être une variation des pratiques, par exemple, ça peut être une variation d'un des paramètres d'entrée du système, mais ça peut être aussi une variation d'un des mécanismes qui est à l'intérieur, ce qui est moins visible, je dirais. Mais dans les deux cas, c'est aussi ce qui va générer une certaine réponse. Donc on va plutôt s'intéresser dans les concepts à ces questions de mécanismes qui sont à l'intérieur du système. Alors, ces mécanismes, c'est évidemment ce qui va générer toute la complexité et toute la variabilité d'un bassin versant. Bon, là, j'ai pris une représentation classique, où on prend une tranche de bassin versant avec sa nappe à l'intérieur pour schématiser les écoulements, et je vais garder cette manière de présenter les choses. Donc, la première variabilité, c'est la variabilité à la fois spatiale et temporelle au niveau du premier signal d'entrée, qui est la pluie. Et ça a l'air évident, mais derrière, la variabilité climatique, c'est aussi quelque chose qui se joue à différentes échelles, et c'est pas toujours facile de distinguer ce qui est lié à une variabilité climatique de ce qui peut être lié à un autre type de variation. Donc, cette première variabilité, elle est importante. Ensuite, le bassin versant, c'est un aquifère structuré. Ça fait partie des travaux importants, notamment menés par le BRGM, qui ont mis en évidence que les bassins versants, notamment en Bretagne, ils héritent d'un passé géologique qui a en grande partie structuré, notamment en créant un grand différentiel entre une couche d'altérite en surface et puis un milieu fracturé en dessous. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup conditionner les transferts. Et tout comme l'aquifère est structuré, la nappe, elle est structurée. On va y retrouver à la fois une zone de fluctuation, et ça, les travaux de ces 10 dernières années ont montré que c'est une zone où il se passe pas mal de choses, que c'est pas simplement une zone de transfert. Puis le compartiment altéré et le compartiment fracturé, hérités de la structure même géologique, mais dans lesquels les transferts hydrologiques, la réactivité biogéochimique vont être différentes d'un compartiment à l'autre. Et puis, troisième point de complexité, et non des moindres, le sol. Alors, le sol, là, on va vraiment l'entendre comme le premier mètre, voire un petit peu moins. Donc, où vont se dérouler un ensemble de phénomènes au-dessus de toute la partie altérée, qui a aussi des propriétés, avec notamment un contenu en argile qui est relativement important, mais très différent du sol qui est vraiment l'interface avec la partie biologique. Donc, je ne vais pas me risquer à parler du sol, je vais laisser ça à Patrick. Merci. Donc, le sol. D'abord, au niveau du transfert hydrique proprement dit, s'il y a un message à faire passer à ce niveau-là, pour moi c'est celui-là, c'est-à-dire que le sol au niveau hydrique, il est déconnecté de la rivière pendant toute une partie de l'année. C'est la période plate sur la courbe de drainage cumulé, c'est-à-dire à partir du moment où le drainage s'arrête dans un sol, donc suivant les années c'est mars, avril, quelquefois plus tôt, jusqu'à la reprise du drainage qui a lieu en octobre ou quelque chose comme ça, mais pendant ce temps-là, le sol ne va pas alimenter la rivière. Ok ?
Donc, point très important. Deuxième point important, le sol joue en fait au niveau des transferts, cette fois de soluté, un rôle d'amortissement, de tampon. C'est-à-dire que l'agriculture va apporter sous forme de quantité importante et instantanée de l'azote, des tas de solutés, et le sol, il va finalement prendre ces solutés et les transférer. Alors là, je parle uniquement de transfert, on va parler ensuite de transformation, mais il va les transférer avec un temps de retard et en amortissant le signal. Là, vous avez par exemple l'évolution de la quantité d'azote en fonction de la profondeur dans un sol. Vous voyez, au début, c'est tout en surface, et puis au fur et à mesure qu'il pleut, eh ben, on a un nuage qui s'amortit et qui va sortir donc à la base du sol de façon beaucoup plus amortie qu'il était entré. Alors ensuite, transformation. Alors le sol, bon, c'est un peu une évidence de le dire, c'est un milieu extrêmement réactif, c'est un milieu extrêmement complexe au niveau de son organisation. Dans un sol, il y a des petits sites qui sont complètement isolés au niveau hydrique, où il n'y a presque pas d'eau qui circule, d'autres où ça va très vite. Et puis, au milieu de tout ça, il y a des bactéries, il y a des plantes qui font que l'activité à la fois géochimique et biologique dans le sol va être extrêmement variable à petite échelle. Et alors là, on en vient un peu à l'élément qui nous intéresse en priorité en Bretagne. Quand on parle de l'azote, il y a un point extrêmement important et extrêmement troublant pour l'azote, c'est qu'à partir du moment où on met de l'azote dans un sol, sous forme minérale ou sous forme organique, cet azote, il va très vite être intégré à la biologie du sol. C'est-à-dire que vous mettez une grosse quantité d'ammonitrate dans un sol, et bien la première chose qui va se passer, c'est que les bactéries vont se saisir de cet azote et vont commencer à le transformer. Ce qui fait que si on considère le moment où on a apporté une molécule d'azote et le moment où cette molécule d'azote va peut-être ressortir du système sous forme hydrique, il peut se passer extrêmement longtemps. Parce que l'azote, il va être, cette molécule, cet atome d'azote, il va être repris, mélangé à d'autres choses, ce qui fait que on a un énorme système tampon, là aussi, mais plus hydrique, mais cette fois biogéochimique, qui fait que eh ben, la réaction ne va pas être immédiate, même si, bien évidemment, en termes quantitatifs, on peut voir un effet relativement rapide entre une augmentation de fertilisation et une augmentation de la quantité drainée, de la quantité lessivée. Mais ce n'est pas forcément les mêmes molécules. Et la conséquence de ça, c'est que, en particulier quand on va mettre de l'azote sous forme organique dans un sol, ben cet azote, il y en a une partie qui va se minéraliser, une partie qui va se réorganiser avec autre chose, ce qui fait que progressivement, enfin ça dépend un peu du type d'azote qu'on va apporter, mais en règle générale, progressivement, le stock d'azote organique du sol va se construire année après année, en supposant qu'on ait un apport constant et régulier. Et si on change quelque chose, par exemple, si on diminue assez brutalement cet apport, eh ben, pendant plusieurs années, on va avoir un déstockage de l'azote organique. Donc là encore, on a un effet tampon. On va avoir une diminution de l'apport, et avant que cette diminution de l'apport se traduise en réelle diminution du lessivage, par exemple, eh bien, on va avoir un moment de latence parce que le stock d'azote qui s'était construit va être déstocké petit à petit. Voilà, ça c'était le sol. Maintenant, revenons un petit peu sur les questions générales de définition des temps de réponse, à partir de cette vision donc des principaux mécanismes qui a été évoqué là. Alors, dans le cadre de cette journée, on va se restreindre à une définition
à des questions posées qui sont, pour nous, les plus importantes, je pense, au niveau opérationnel, qui sont, par exemple, étant donné une évolution de pratiques agricoles, ou plus généralement une évolution de l'aménagement ou de l'utilisation du milieu, en combien de temps pourra-t-on juger de son effet sur les débits d'eau, les flux et les concentrations en polluants? Première question. Deuxième question, qui est plus une question pour le chercheur, mais qui est nécessaire pour comprendre et pouvoir agir, c'est quels sont les processus et les facteurs qui vont contrôler ces temps. Et puis derrière, il y a la question des méthodes, comment l'estimer et comment agir dessus. Et puis il y a une troisième question qui est encore plus complexe et sur laquelle on n'a pas encore complètement compris comment ça se passait, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ce temps de réponse et les capacités tampons, épuratoires, rétentrices du milieu. En d'autres termes, si cette question de délai de transfert, est-ce qu'elle s'accompagne ou pas d'une consommation de l'azote, si je parle de l'azote, mais ça peut être n'importe quel polluant, d'une disparition ou d'une accumulation du polluant dans le système, ou est-ce que c'est simplement ou est-ce que les deux facteurs sont indépendants? Alors si on détaille un peu, là je reprends la définition qui avait été posée les définitions qui avaient été posées il y a quelques années, qu'on a transférées sous forme de fiches du CSEB. Et donc les trois, il y a plusieurs sous-questions qui sont le temps minimum pour juger de l'existence d'un effet, c'est ce qu'on a appelé à l'époque le temps de réaction. Un autre temps important, c'est au bout de combien de temps l'effet sera transmis en totalité à la rivière. C'est-à-dire pour juger de l'effet complet d'un changement, combien de temps il faut attendre. Et la troisième question, c'est une fois qu'on a atteint ce temps-là, est-ce que c'est stable ou est-ce que ça continue à évoluer pour une raison ou pour une autre? L'autre question, c'est celle que j'ai évoquée juste avant, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le temps de réponse et la capacité tampon? C'est-à-dire, est-ce que l'ampleur de la variation en entrée et l'ampleur de la variation en sortie sont liées au temps qui va s'écouler entre les deux? Mais ça, c'est théorique. Dans la réalité, les entrées, elles varient énormément. Elles varient relativement progressivement, c'est pas des variations extrêmement brutales, là je les ai exagérées un peu, mais ça monte, ça descend, ça remonte, etc. Et ce à différentes échelles de temps. Les sorties, elles vont varier aussi, en général de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus erratique, et en particulier parce que les sorties, elles ne vont pas dépendre que d'un signal entrée, mais elles vont dépendre non seulement des pratiques agricoles, mais des variations climatiques, etc., etc. Donc là, on voit bien que les trois définitions sont pas forcément sur le terrain faciles à mettre en œuvre. Alors, on vous propose quelques nuances et compléments auxquels on a notamment réfléchi dans le programme Acacia. La première, c'est que le temps de réponse, ça va dépendre beaucoup de la capacité à détecter un changement. C'est-à-dire de la durée de la fréquence d'observation, de la variabilité naturelle du milieu. Parce que si on a un signal qui varie beaucoup, avant qu'on voit vraiment une évolution qui n'est pas que de la variation, c'est pas forcément évident. Le temps de résidence, en précisant les choses, et Luc va revenir là-dessus après, ça se réfère à l'âge moyen des molécules d'eau ou d'azote ou d'autres choses présentes dans le milieu. Mais pas forcément dans l'ensemble du système, ça peut être seulement, et c'est souvent dans un des compartiments du milieu. Et ce qui est important après, c'est la variabilité et la différence de ces temps de résidence dans les différents compartiments. Ensuite, il y a une autre notion qui est importante, c'est le temps de transfert, proprement dit. C'est-à-dire, à partir du moment où on a mis les choses, en combien de temps elles vont arriver au bout. Ça, forcément, c'est plus long que le temps de résidence. Parce que le temps de résidence, c'est une moyenne de séjour, alors que le temps de transfert,
C'est vraiment d'aller d'un point à l'autre. Et enfin, la question du temps de mise à l'équilibre, c'est une question qui en pratique est extrêmement difficile à appréhender, parce que pour que cet équilibre arrive, il faut assumer que les entrées aient été stables pendant suffisamment longtemps pour qu'on puisse atteindre un équilibre. Et en général, dans la pratique, les pratiques agricoles, elles ont évolué dans le passé, elles continuent à évoluer. Et en fait, on a un équilibre dynamique. Ça monte un peu, ça descend un peu, et on n'arrive pas vraiment à saisir un temps de mise à l'équilibre proprement dit, si ce n'est par la modélisation, donc de façon théorique. Pour finir sur mon intervention, je rappelle que par déformation, je parle beaucoup du nitrate, mais il n'y a pas que le nitrate. Alors le nitrate, en termes de temps de transfert, temps de résidence et tout ça, on peut dire que sa persistance dans l'environnement est longue parce que il est incorporé à la matière organique. La mobilité est forte parce que c'est un élément soluble. Et donc on a des temps qui sont plutôt longs parce que l'essentiel est transféré par la nappe. Au contraire des pesticides qui ont une persistance réduite, qui sont dégradés par les sols, au moins partiellement, et une mobilité qui est extrêmement variable selon les produits, mais normalement relativement faible, ce qui fait que on a d'une part une certaine accumulation qui se produit, mais comme ils sont peu mobiles, ils restent en surface et ils sont transférés rapidement à l'occasion d'événements érosifs, par exemple, etc. Le phosphore, c'est un peu la même problématique, sauf que lui, sa persistance est très longue. Donc on a une accumulation progressive dans les sols. Et là aussi des transferts à la fois de surface, principalement, mais aussi un peu de subsurface, qui fait que pour le phosphore, finalement, tous les temps sont pertinents, depuis le très long jusqu'au très court. Et puis, il y a toute cette nouvelle famille de polluants plus ou moins émergents, organiques en général, les HAP, les dioxines, les bactéries, les antibiotiques, etc. Où là, c'est un peu produit par produit qu'il faut raisonner. Voilà, je repasse la parole à Luc. Donc, pour continuer, on a souhaité faire un focus sur le transfert à l'intérieur du bassin versant, à la fois sur les vitesses qu'on peut rencontrer et sur le temps de résidence à l'intérieur, qui sont deux notions liées, mais qui ne sont pas identiques. Alors, tout d'abord, la vitesse de transfert, donc on va la décrire depuis la surface vers la profondeur. Donc, dans le réseau hydrographique, c'est là où on a les vitesses les plus importantes, qui sont de l'ordre du mètre par seconde. Donc, ça va vite, c'est de l'ordre de quelques heures à quelques jours, depuis l'amont jusqu'à l'aval du bassin versant, en n'oubliant pas que le transfert de l'onde de crue en elle-même, lui peut être éminemment plus rapide. Dans le sol, Patrick l'a dit tout à l'heure, on a une grande hétérogénéité, donc on peut avoir à la fois des macro-écoulements avec des vitesses relativement rapides, certaines qui peuvent être de l'ordre du mètre par jour, et puis sur l'ensemble du sol, c'est-à-dire un transfert à l'intérieur de la matrice du sol, là on va avoir quelque chose qui va être globalement plus lent, de l'ordre du mètre par an, pour fixer les idées. Si on regarde vraiment le transfert de l'eau moyen à l'intérieur du sol, et à nouveau j'insiste un petit peu, le transfert de l'eau n'est pas nécessairement le transfert du soluté, l'eau elle va échanger avec l'ensemble de la matrice. Donc il y a des solutés qui vont se balader et qui peuvent rester 10 ans dans le sol et puis à un moment donné se retrouver dans cette eau qui elle va circuler à une certaine vitesse. Et là encore, le transfert de pression, lui, va être beaucoup plus rapide, il va être quasiment instantané. Alors, à l'intérieur de la nappe, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un système qui est structuré et on va avoir différents types d'écoulements. Dans le sol, on va avoir un écoulement vertical, mais avec des échanges avec la matrice.
on pense que dans la zone de battement de la nappe, il y a des écoulements qui s'organisent et qui sont sans doute relativement horizontaux, relativement rapides par rapport à ce qui va se passer en dessous. Et en dessous, j'ai fait un schéma un petit peu classique, où on a la manière dont vont s'organiser ces écoulements. Ils vont être relativement verticaux dans la partie amont du bassin versant. Et puis, au fur et à mesure qu'on va aller dans les parties les plus profondes, on va avoir une circulation qui va se ralentir et à un moment donné, on va avoir au contraire une convergence avec des flux qui vont remonter vers les zones d'exutoire. Et là, on a des vitesses, là encore, qui vont être plus ou moins de l'ordre du mètre par an. Je vais y revenir. Et puis, dernière chose, même si ce schéma-là paraît pas ressembler à la Bretagne, on a aussi différentes topographies qui s'emboîtent à l'échelle de la Bretagne. Et donc, on va avoir des petits bassins versants. Et puis, on va avoir des zones d'écoulement qui vont court-circuiter ces petits bassins versants, qui vont passer en dessous pour aller vers des exutoires qui vont être un petit peu plus lointains. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'on va trouver. Donc, on va trouver, autant on est habitué et on travaille beaucoup sur les 20-30 premiers mètres, mais on va aussi avoir des choses qui vont s'écouler de manière plus profonde. C'est plus lent, ça contribue moins aux rivières, mais néanmoins, c'est présent. Et là, des travaux de ces dernières années montrent que si on descend à au-delà de 50 mètres, à 100 mètres, 200 mètres, là, on va avoir des temps de résidence qui peuvent être extrêmement importants, avec de l'eau qui va circuler lentement et des solutés qui, eux, peuvent rester là sur des périodes qui sont vraiment extrêmement longues. Et donc ça, certes, c'est sans doute pas la partie la plus importante, mais c'est aussi quelque chose qui va contribuer à ralentir globalement les systèmes. Alors, si on regarde maintenant, au-delà donc de ces vitesses, les temps de résidence à l'intérieur de ces différents compartiments, là, je voudrais insister sur le fait que on a tendance tous, parce qu'on en a besoin, à utiliser une valeur un peu moyenne. Je voudrais insister sur le fait qu'il faut manier ces valeurs moyennes avec précaution. Donc là, par exemple, on a un bassin versant avec ces différentes lignes d'écoulement et donc les différents temps que va mettre l'eau depuis l'amont jusqu'à l'aval. Si on cumule le tout, on a un temps de résidence moyen. Alors j'ai pris un exemple dans lequel j'ai créé un bassin versant avec un temps de résidence moyen de 14 ans. Alors, ça se schématise de la manière suivante. On prend 1 litre au départ. Ce litre d'eau, il va se répartir dans les différents compartiments. Il y a une petite partie qui va ruisseler en surface, une partie qui va s'écouler dans le sol, une partie dans la zone de battement de la nappe, une partie dans la nappe d'altérite et une petite partie qui va passer par la nappe profonde. Alors, chacun de ces compartiments donc, va avoir sa propre vitesse, donc son propre temps de résidence à l'intérieur. Et ce qu'on peut voir ici, c'est les différentes couleurs correspondent à ces différents réservoirs. Donc en rouge, ce qui va passer vraiment au-dessus, en orange, ce qui va passer à travers le sol avec son effet matriciel, en vert, ce qui va être dans la zone de battement de la nappe, en bleu ciel, la zone altérée, en bleu foncé, la partie profonde. Et là, ce que je montre à travers ce profil de sol, c'est la part qui va correspondre à chacun de ces réservoirs. Et donc, qui va générer, du coup, un temps de résidence. Et le temps de résidence moyen, les 14 ans, c'est le cumul du temps de résidence de chacun de ces réservoirs, pondéré par la quantité d'eau qui va passer par chacun de ces réservoirs. Alors, je vais prendre 2 exemples avec 2 types de bassins versants. Dans ce premier bassin versant, vous voyez qu'on a un peu un système avec 2 opposés. On a une partie de l'écoulement de l'ordre de 20% relativement important à travers le sol, avec un temps de résidence moyen de 5 ans, une petite nappe d'altérite et puis une nappe profonde relativement importante, avec 37% des écoulements et un temps moyen
de 35 ans. Donc un bassin versant qui a à la fois des temps rapides et puis des temps lents. Donc ça pourrait être typiquement un bassin versant qui reçoit aussi des écoulements un peu plus profonds dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça c'est un premier modèle. Et la somme de ces différents compartiments, le temps moyen, c'est 14 ans. Et puis un deuxième modèle, le temps moyen, c'est toujours 14 ans, mais là, au contraire, on a peu d'écoulements rapides, peu d'écoulements lents, et on a vraiment un bassin versant qui est assez homogène, essentiellement une nappe d'altérite, qui réagit avec, vous voyez que une grosse partie des écoulements, 50%, sont effectivement centrés sur cette valeur moyenne de 14 ans. Mais dans les deux cas, le temps moyen pour ces deux bassins versants, qui vont avoir une dynamique très différente, est le même. Alors, l'importance que ça revêt, quand on le voit comme ça, on se dit, ben oui, effectivement, c'est deux choses très différentes. La plupart du temps, on n'a pas cette décomposition à travers tous les bassins, tous les compartiments. On a juste quelques mesures, on a un modèle, et on a une valeur moyenne. Et on compare des bassins versants qui ont une valeur moyenne de 7 ans avec des bassins versants qui ont une moyenne de 15 ans, par exemple. Donc, souvent, on n'a pas cette finesse d'analyse. Et donc là, si on prend deux bassins versants qui pourtant pourraient sembler relativement proches, eh ben, on va voir qu'ils vont réagir différemment. Alors, j'ai converti cette part de l'écoulement en concentration. Alors d'abord, j'ai mis tous les compartiments avec la même concentration. Tout le monde est à 50 mg par litre. Donc forcément, la résultante, puisqu'on mélange que de l'eau qui est à 50 mg par litre, peu importe qu'elle vienne de la surface, de la nappe d'altérite, de la nappe profonde, la concentration moyenne du bassin versant et dans les deux modèles, elle est toujours de 50 mg par litre. Jusque-là, pas de souci. Et donc là, le deuxième bassin versant, donc en fait, c'est l'échelle de gauche qui a changé. Tout à l'heure, c'était la part de chacun des écoulements en pourcentage. Là, maintenant, c'est la quantité d'azote véhiculée par chacun des compartiments. Et la résultante, c'est donc 50 mg par litre. Et la deuxième chose que je vais faire maintenant, c'est de dire, supprimons l'entrée d'azote dans ces bassins versants. Je suis passé de 50 à 0. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques années? Donc les compartiments à temps de résidence rapide vont arriver à une concentration de 0 au lieu de 50, et ça va diminuer la concentration globale. Mais ça ne va pas le faire avec la même intensité, ni avec la même dynamique. Alors dans le premier modèle, donc vous voyez que les trois compartiments de surface, du coup, n'apportent plus d'azote, continuent à apporter de l'eau, mais ils n'apportent plus d'azote. Et ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'une dizaine d'années, dans ce cas-là, on va avoir en fait, dans les premières années, un effet. On va descendre à 31 mg par litre. Et ça va être relativement lent. Et surtout, il va falloir, au-delà de cette première évolution, qui est relativement importante, on passe de 50 à 31, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir attendre vraiment d'arriver à ce que cette suppression de l'entrée d'azote arrive dans les compartiments profonds pour que la dynamique se poursuive. Donc on va avoir une première réaction rapide, puis après il va falloir attendre longtemps. Inversement, dans le second bassin, la réaction va être moins importante en termes d'intensité, on passe de 50 à 38 au lieu de 31. En revanche, vous voyez que au-delà de cette première réaction, au bout d'une quinzaine d'années, là, on va avoir une réaction extrêmement importante et on va tomber beaucoup plus bas par rapport à l'autre modèle. Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Vous avez tous vu des courbes où on modélise les fluctuations, où on observe éventuellement des variations. On voit bien que certains bassins versants sont plus dynamiques les uns que les autres. Mais voilà, on voulait insister sur le fait que on a besoin de prendre en compte cette complexité, ces différents compartiments, cette réactivité, et que si on prend juste un temps de résidence moyen, on peut cacher une partie de la dynamique de ces bassins versants.
Alors, pour conclure cette introduction, les points qui nous semblent relativement importants, c'est la variabilité spatiale de ces bassins versants. L'amont n'est pas la même chose que ce qui se passe autour de la rivière, c'est pas les mêmes processus. Le fait que ces bassins versants se décomposent en différents réservoirs, qui n'ont pas la même taille, surtout qui n'ont pas la même nature, et donc qui ne vont pas jouer le même rôle, et que c'est absolument fondamental de comprendre et de caractériser ces différents réservoirs si on veut vraiment avoir une analyse extrêmement fine et poussée de la dynamique de ces bassins versants. Et le dernier point, c'est cette notion, plutôt que de parler d'un temps moyen, l'important c'est quelle est la distribution des temps de résidence à l'intérieur d'un bassin versant. C'est ça qui va nous aider à comprendre quelle va être aussi sa réactivité biogéochimique, et donc du coup d'essayer de mieux comprendre quel est le lien entre l'entrée et la sortie, et comme disait Patrick, d'essayer de répondre à la question au-delà de il se passe quelque chose en entrée, il se passe quelque chose en sortie, en quoi c'est lié aux différentes propriétés du bassin versant, notamment sa capacité à faire disparaître une partie de l'azote ou sa capacité à le stocker, ce qui ne va pas générer les mêmes choses sur du moyen terme ou sur du long terme. Et puis dernière chose, c'est que là, si on a voulu insister dans cette introduction sur la complexité du système, sur son hétérogénéité verticale, horizontale, temporelle, c'est pas pour autant que ce système, qui est un système effectivement complexe, on ne peut rien en dire. Les systèmes complexes sont des systèmes prévisibles, avec une certaine incertitude, qu'on peut également caractériser. Et c'est pour ça que la suite des exposés, ça va au contraire essayer d'être centré sur dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut prévoir sur ces bassins versants. Alors, dans le schéma, donc, ce qui rentre en surface, voilà, va donc être réparti dans les différents compartiments. Donc là, de manière un peu brutale, j'ai mis à 0, en fait, les premiers compartiments. C'est-à-dire, je dis, si on supprime complètement l'arrivée d'azote en surface, bah, au bout de quelques années, en fait, ça va se propager, et donc d'abord dans les compartiments à temps les plus rapides. D'accord ? Donc, ce qui explique pourquoi tout d'un coup, les courbes rouges, vertes et oranges, elles passent à 0. Les compartiments qui sont avec un temps plus lent, en fait, ils vont avoir une légère, ils vont commencer à diminuer, mais ils vont rester encore avec des concentrations beaucoup plus élevées. C'est une autre manière. On aurait pu le présenter simplement avec la courbe de sortie du système, et en montrant sa dynamique et en comparant les dynamiques des bassins versants. Mais justement, je voulais insister sur le fait que cette dynamique globale, elle est liée effectivement à ce qui se passe à l'intérieur de chacun des compartiments, et que pour un même temps moyen, on va avoir des choses qui vont être différentes en termes de dynamique. Je ne sais pas si c'est plus clair. Tel que vous le présentez, les chemins là, de chaque compartiment sont indépendants. C'est-à-dire que la zone fracturée, elle coule, oui, là, indépendamment de... c'est qu'une représentation graphique, donc c'est-à-dire on prend vraiment chaque compartiment de manière indépendante. Ouais. Très concrètement, tu as pris une feuille Excel et puis tu as fait les différents compartiments et puis voilà. Donc c'est une représentation vraiment schématique. Et ton temps moyen, alors, pour répondre à la question de Sylvie? Donc le temps moyen, c'est effectivement le fait que on prend chacun des réservoirs, on dit quelle est sa part dans la contribution à la rivière et son temps moyen, chacun ayant son propre temps. Alors en fait, ce qu'on a ici, ce qu'on voit, chacune des courbes, c'est le fait que chaque compartiment s'étale, sa contribution s'étale dans le temps en fait. Puisque ce qui est en dessous, là on le voit plus sur ce schéma-là, c'est un temps. Oui, mais là c'est, les premiers compartiments, instantanément, ils passent à 0. Enfin, instantanément. Là, dans le modèle, oui. Dans le modèle, là. Et les taux d'ingrammes sont obtenus jusqu'à 14 ans. Là, oui, on est à peu près sur une... Eh ben, une fois qu'on a vidé complètement le système qui, lui, est un petit peu plus de 50 ans. Je
je vais le reprendre juste un peu en arrière. Peut-être tu peux représenter le premier, tout premier, où on avait la verticale, le logo, en fait. Hein, ça c'est. Alors, encore une fois, c'est pas une modélisation. Patrick va vous présenter des choses beaucoup plus sioux tout à l'heure. C'est juste pour essayer de fixer quelques idées. Donc, ce qu'on a ici, c'est que ces différents compartiments sont là présentés. Ce qu'on observe, vous voyez, c'est que le long du profil, chaque compartiment va envoyer en fait une partie de l'eau qui va ensuite arriver à la rivière. Donc ça, c'est la part que chacun va envoyer jusqu'à la rivière. D'accord ? Et donc ici, ce qui est représenté, excusez-moi, je suis allé un peu vite, mais j'étais stressé par l'idée de tenir dans le timing. C'est donc la part de chacun de ces compartiments, hein, en pourcentage de l'écoulement, c'est ce qu'on a en ordonnée, en fonction du temps. C'est-à-dire, par exemple, le sol, vous voyez, ici, eh bien, il va contribuer à hauteur donc de 0,06% au bout de quelques années, et puis sa contribution diminue jusqu'à devenir quasiment nulle au bout d'une vingtaine d'années. Et sa contribution totale, c'est-à-dire l'air qui est sous la courbe orange, c'est 20%. D'accord ? Du litre d'eau qui est arrivé au départ. Donc ça sera 20% en permanence. D'accord ? Puisqu'il tombe toujours une certaine quantité. Et là, on voit la contribution de la nappe bleue et puis la contribution de la nappe profonde. D'accord ? Donc ça, c'est la contribution en termes de volume d'eau. Ensuite, dans les graphiques, ça c'est le second modèle, dans les graphiques suivants, à chaque volume d'eau va être associée une certaine quantité d'azote véhiculée, qui dépend donc de la concentration. Donc au départ, quand tout le monde est à 50 mg par litre, eh bien on voit la contribution, cette fois-ci en azote, donc c'est des milligrammes d'azote qui sont apportés par chacune de ces contributions pour 1 litre qui a été mis en surface. Donc on voit la part ici apportée donc par le sol, par la nappe et par la nappe profonde. Okay. Et donc dans un deuxième temps, ce que j'ai fait simplement, c'est de dire, ben voilà, je mets la concentration dans ces compartiments-là à 0, ce qui ici va donc en fait arriver en une quinzaine d'années pour ce bassin versant, et en à peu près 5 ans pour le second modèle. Donc là, on met la concentration à 0 et du coup, on calcule la concentration en sortie du système. D'accord ? Donc dans le premier bassin versant, l'impact global va être plus important, puisqu'on voit qu'en fait ce sol, lui, contribue beaucoup, mais il va falloir quand même une quinzaine d'années pour que effectivement ces compartiments soient passés à 0, mais on va tomber à environ 30 mg par litre. En revanche, il va falloir attendre une bonne trentaine d'années pour que on passe de ces 30 à 20, puis 10, puis quelque part par là 0. Dans l'autre système, la réaction est un petit peu moins importante. Je vais y arriver. Hop, voilà. Hein, puisque au lieu de passer à 30, on est encore à 38, parce que ces compartiments-là sont peu importants par rapport au premier modèle de bassin versant. En revanche, ce qu'on voit, c'est que plus rapidement, ici, hein, en une quinzaine d'années, on va arriver au moment où la nappe d'altérite elle-même va voir sa concentration baisser. Donc on aura un signal qui va peu baisser initialement, puis qui va baisser de manière beaucoup plus rapide au bout d'une quinzaine d'années. Voilà. Avec un temps moyen qui reste identique pour les deux bassins versants. Bon. Jérôme Vassal, donc du bassin de l'Elorne. J'avais une question concernant l'effet piston qui est évoqué dans l'une des diapos. Je crois que c'est la 17. L'effet piston qui, s'il était parfait, amènerait à un temps de transfert qui serait le double du temps de résidence moyen.
et qui dépendrait du taux de saturation des différentes parties du sol et du sous-sol. Et on se pose beaucoup de questions là-dessus, notamment par rapport à ce qui est mesuré pendant les périodes de crue. S'agit-il de ruissellement par de la surface, subsurface, ou s'agit-il d'un effet piston qui amènerait un transfert plus rapide de tous les horizons du sol jusqu'à la rivière dans ces périodes de saturation, qui sont importantes chez nous? Vous pouvez préciser la question? Vous parlez de quoi? De l'eau, de l'azote, de l'eau et de ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, en fait, est-ce que le fonctionnement prépondérant est par infiltration et donc par temps de transfert assez long, ou par effet piston avec appui hydraulique, physique, depuis les zones de versants et de plateaux jusqu'à la rivière à l'aval? Par le BRGM il y a déjà une quinzaine d'années. Alors, en règle générale, en Bretagne, l'effet piston, mais bon, c'est pas un effet piston parfait, loin de là, l'effet piston est plutôt prépondérant pour ce qui concerne donc les éléments en solution. Donc les choses qui bougent avec l'eau, si vous voulez. Par contre, dans certains épisodes particuliers, on peut avoir une contribution du ruissellement qui peut être ponctuellement importante. Mais si vous voulez, à l'échelle, si on moyenne toutes les crues dans l'année, on va avoir une prépondérance de l'effet piston. Mais c'est pour ça que je demandais de préciser si c'était soluté ou pas, parce que le soluté, il va se déplacer avec l'eau, et donc ça va être comme ça qu'il va bouger. Par contre, si on a un élément qui est très peu soluble, qui va être concentré en surface, lui, par effet piston, il va très peu être transféré. Par contre, il va être prépondérant, de façon prépondérante, transféré par ruissellement. Pardon. Oui, Bertrand Guizard pour la DRAF. J'aurais une observation et une question. L'observation concerne les familles de polluants, et en particulier les pesticides, pour lesquels vous dites que la persistance est réduite. Je pense qu'il faut peut-être nuancer un petit peu, parce que quand on a l'exemple du chlordécone dont la durée de demi-vie est de plusieurs centaines d'années, il faut qu'on soit un peu prudent sur ce genre d'annonce. Mais j'imagine que ce que disait Patrick, ça concernait la grande majorité des molécules connues. Et sinon, la question... je vais une petite précision. Il a dit temps court, mais sur l'exposé, il était marqué temps court et temps long, en fait. Donc, il y a pic, effectivement, mais des temps courts mobilisés par des compartiments rapides, mais on a aussi des temps longs mobilisés par la matière organique et par les transferts qui sont beaucoup plus longs, en fait. Donc, chlordécone, c'est typiquement lié à la matière organique. Mais on a aussi un transfert dans des aquifères. On voit les captages souterrains profonds sont contaminés avec des temps longs. Donc, on a bien cette combinaison. Et ma question concerne les deux gros compartiments que sont celui des altérites et du compartiment profond. Il m'avait semblé, en particulier suite à une étude qui avait d'ailleurs été faite par l'INRA Agrocampus et le BRGM, que la partie compartiment profond était très minoritaire par rapport au compartiment altérite, en tous les cas pour la Bretagne, alors que là, est-ce que ce sont simplement des hypothèses de travail que vous présentez, ou est-ce que ça représente effectivement une répartition à peu près normale des deux compartiments en Bretagne? Alors, c'est un point qui va revenir dans les exposés. Je pense que tout à l'heure, quand je parlais d'approches différentes qui font qu'on voit pas nécessairement les mêmes choses, on n'a sans doute pas les mêmes perceptions en fonction des mesures qu'on va faire. Et si j'essayais de faire une réponse, et puis Bruno et Patrick diront s'ils sont d'accord, je pense qu'effectivement dans un certain nombre de petits bassins versants, la nappe d'altérite est extrêmement majoritaire. Dans des bassins versants un petit peu plus importants, notamment si on peut avoir un dénivelé aussi un petit peu plus marqué,
Alors bon, on est en Bretagne, hein, c'est pas l'Himalaya, mais il y a quand même des endroits où on peut avoir des marches, des choses comme ça. Là, on peut avoir une part d'écoulement, sinon régional, mais du moins qui dépasse le petit bassin versant. Et là, la part du compartiment profond peut être un peu plus important. Je donnerai un ou deux chiffres dans mon exposé. Je sais pas si Patrick, tu veux. Oui, je peux compléter. En fait, c'est pas qu'une question de taille de bassin, hein, c'est aussi une question effectivement de dénivelé, de conformation globale du système. Et oui, bon, le message simplifié, général, c'est que c'est plutôt la nappe d'altérite, mais on a effectivement des systèmes en Bretagne relativement bien identifiés où on a un peu le type de comportement qu'a présenté Luc dans ses différents modèles, hein. Certains systèmes où c'est vraiment la nappe d'altérite qui domine, et puis d'autres systèmes, j'en connais un en particulier, où on a des écoulements relativement rapides, importants, pas grand chose au milieu, et des écoulements très très lents à l'autre bout. Oui, j'ai une réponse partielle à ma question. C'est par rapport à ce compartiment nappe profonde, est-ce qu'il peut être alimenté par plusieurs bassins versants de surface finalement? Enfin, pas vraiment. Simplement, il va appartenir lui à un bassin versant qui va contenir plusieurs petits sous-bassins versants. Voilà. Après, sa définition elle est assez compliquée actuellement quand on commence à travailler sur des zones où on voit qu'on a effectivement des remontées profondes. On voit que on a plus de traceurs anthropiques, donc c'est des flottes qui se sont rechargées il y a plus de 50 ans. On voit qu'elles vont rechercher a priori des solutés dont certains sont peut-être là depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années. Au-delà, pour l'instant, on a un petit peu du mal à savoir effectivement quelle est la géométrie de ce système. C'est vraiment c'est quelque chose sur lequel on avance actuellement.